Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à cette 11e session sur la question de la Bible, les origines et la science. On est dans la leçon 6, puis on parle d'un sujet qui est très important pour l'être humain, c'est-à-dire d'où on vient. Comme j'ai dit à l'école du dimanche, un auteur a mentionné que 3 grandes questions qui reviennent dans l'expérience de l'homme, que l'homme, à travers les générations, s'est posé. Et ces 3 questions-là, c'est d'où est-ce que je viens, qui suis-je et où m'en vais-je? Puis donc, la question de nos origines, c'est quelque chose qui a toujours été important pour l'être humain. Puis c'est ce qu'on est en train de regarder, qu'est-ce qu'on peut apprendre des origines, premièrement de la parole de Dieu, mais nécessairement aussi des faits scientifiques. Et juste avant de regarder ça, on va faire une petite révision ce soir. Il y avait quelques personnes qui n'étaient pas là. La maladie, il y a toutes sortes de circonstances dans nos vies, mais on est content de vous voir ce soir. On va essayer de vous amener à cette place-là où vous allez être pas mal égal à nous, et ensuite on va continuer dans cette question-là des fossiles et de l'origine de l'homme. Juste avant, nous allons prier ensemble. Prions. Père Céleste, ce soir, je vais vraiment te louer, te remercier pour, Père, le zèle et la constance et la fidélité des gens ce soir qui sont présents et qui veulent, Père, apprendre encore concernant nécessairement la prophétie dans la 2e section, mais aussi, Seigneur, concernant ce que tu as à dire au niveau de notre origine, d'où on vient en tant qu'être humain. Père Céleste, puisses-tu bénir, c'est un peu technique dans certains égards, et dans d'autres, Père, c'est facile à comprendre, mais aide-nous tous ce soir à saisir ces vérités-là, pour pas qu'on se fasse tromper par la propagande du monde. Seigneur, tu dis dans Éphésiens chapitre 4 au verset 14 que l'être humain inconverti, l'homme naturel, va essayer de nous tromper par toutes sortes de méthodes, toutes sortes de ruses pour nous éloigner de la vérité. Alors, Père Céleste, qu'on ne soit pas endoctriné par les pensées du monde. Aide-nous à être sages, puis aide-nous à demeurer dans ta parole pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, la semaine passée, on a vu un peu un résumé des sujets qu'elle a été abordés. Les 2 perspectives concernant les origines de l'homme. Encore une fois, il y a 2 grandes perspectives concernant les origines de l'homme. L'importance du sujet pour le chrétien. Ça affecte sa manière de se voir personnellement. Ça affecte sa manière de percevoir son comportement et nécessairement de percevoir sa relation avec Dieu. Ensuite, l'histoire de l'homme des cavernes. Les soi-disant hommes des cavernes de l'histoire. On a déjà abordé ça, on va en parler. 2 exemples supplémentaires qu'on va regarder, qu'on va commencer cela ce soir. Premièrement, l'homme néandertal, puis ensuite Lucie, ou l'Australopithèque. Puis cette question-là de ces créatures ancestrales supposément de l'homme, et comment est-ce que la théorie de l'évolution, dans le fond, avec ses dogmes, est un obstacle à une critique légitime de la science. Vous savez, un des objectifs de la science, c'est de faire des recherches au niveau de la nature, au niveau du comportement du monde autour de nous, puis ensuite pouvoir tester ça en laboratoire et le faire tester par d'autres et faire reviser nos conclusions par d'autres experts. Puis ils le font continuellement en science. Mais lorsqu'on aborde la question philosophique de la science, c'est-à-dire les origines, là c'est tabou de remettre en question la foi des scientifiques, puis le consensus académique. Il ne faut pas toucher à cela, c'est tabou. Puis dans le fond, en le faisant, on fait un obstacle à une saine critique de la science. Puis dernièrement aussi, le mécanisme qui est proposé pour ces changements-là chez l'être humain. Donc les 2 perspectives. Premièrement, on a vu la perspective de Dieu, ce que Dieu enseigne. Il nous dit que nous venons de lui. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a formés. C'est lui qui a pris la poussière de la terre, puis qui a soufflé le souffle de vie dans les narines d'Adam, et ensuite a créé la première femme. Nous venons de lui. Et Dieu dit qu'il nous a créés à son image. On est spécial. On est distinct. On est plus élevé que les animaux. L'être humain, d'après la parole de Dieu, n'est pas un animal évolué. Il n'est pas un hominien, comme on a vu la semaine passée, qui fait partie de cette chaîne d'animaux qui se sont développés
puis finalement, en haut de cette chaîne, on a l'homme. Pas du tout. On a vu qu'est-ce que Dieu nous a fait au commencement. La Bible est bien claire. Ensuite, deuxièmement, la deuxième perspective, c'est que l'homme, au contraire, ne vient pas d'une action surnaturelle, il vient d'un processus naturel. Il a évolué, il n'est qu'un animal. On a vu les implications de cela, les implications au niveau de notre perspective, de la valeur de la vie humaine et de cette distinction. Maintenant, deuxièmement, on a vu l'importance du sujet. Je vais juste vous mentionner quelques textes qu'on a vus. Le domaine de la paléontologie. La paléontologie, a été et continuera d'être un sujet d'intense controverse. Il doit en être ainsi, ces concepts dépassent de beaucoup les données de la science elle-même. Ils touchent au cœur même de l'origine de l'homme, de la nature humaine et de son destin. Mais l'importance du sujet de l'origine de l'homme. On a vu aussi l'importance des fossiles. Et dans le monde, les fossiles, c'est extrêmement important pour justifier l'évolution. Certains auteurs disent que la question des fossiles, c'est la plus grande preuve pour l'évolution. Maintenant, on a vu que ce n'est pas du tout le cas. On a embarqué un peu dans la question des fossiles qu'on retrouve dans la Terre, puis ça ne justifie pas du tout la théorie de l'évolution. C'est ce qu'on a vu concernant ce sujet-là. On a vu les déclarations des manuels scolaires. Par exemple, ce manuel dit, bien que tous les recherchistes sont d'accord sur certains faits, nous savons par exemple que les humains évoluèrent d'un ancêtre ou d'ancêtres que nous partageons avec les autres primates vivants, tels que les chimpanzés et les singes. Puis je ne pense pas que ce singe-là est d'accord avec cette conclusion-là, mais il déclare, nous savons que c'est un fait. Nous sommes des hominiens comme ces chimpanzés-là, nous sommes des primates comme ces autres animaux-là. Quand ce n'est pas du tout un fait, bien au contraire. On a parlé un petit peu de la paléontologie, qui est cette science-là qui étudie ces fossiles d'animaux disparus et les fossiles humains aussi. On a dit la description que Leakey donne à la paléontologie comme un art plutôt qu'une science est une manière gracieuse de dire que cette branche de la science est la scène de beaucoup de préjudices, de subjectivité et d'émotion dans l'interprétation des fossiles humains et dans la construction des arbres phylogénétiques qui donnent l'héritage, si on peut dire, ancestral des différents animaux. Puis donc, quand on regarde ça, on s'aperçoit que finalement, puis là, on a eu toutes sortes de citations, que ce n'est pas vraiment une science exacte. On nous présente ça comme quelque chose d'objectif, quelque chose sur lequel on peut se confier. Mais ce n'est pas du tout le cas. On a vu des experts, même des scientifiques qui sont paléontologues et qui croient à l'évolution, mais qui avouent que ce n'est pas cette branche de la science qui peut la prouver. Pas du tout, parce qu'il y a trop de contradictions avec la théorie de l'évolution dans les fossiles qu'on retrouve dans la Terre. Maintenant, concernant l'être humain, on a vu des exemples. L'homme de Java, des exemples de personnages, nos ancêtres, disons, qui sont présentés comme les chaînons manquants de notre évolution et qui sont encore dans les manuels scolaires aujourd'hui. Mais on s'est aperçu que ces hommes-là qui ont été découverts, ou ces créatures-là qui ont été découvertes, sont bien loin des chaînons manquants de l'histoire humaine. Par exemple, cet homme de Java a trouvé juste une portion de crâne. Et près d'une année plus tard, dans une autre couche de terre, à environ 45 pieds de là, on a trouvé un fémur. Puis là, on a dit, ah, voici, les deux vont ensemble. Et à partir de là, comme on a vu la semaine passée, à partir de là, ils ont commencé à faire un visage, d'après la grandeur du crâne. Ils ont commencé à faire tout ce que les artistes peuvent faire pour nous donner une image d'un chaînon manquant. Quand les gens qui ont été témoins, les experts de l'époque qui ont examiné cela, ont dit ça vient d'un genre de babouin, puis ça vient d'un humain. Puis ça ne va pas du tout ensemble. Mais on les a mis ensemble pour construire un personnage fictif, avec beaucoup d'imagination, pour nous dire, voici une preuve
de l'évolution dans le passé. Oui, Rachel? Ben, c'était, vous veniez d'y répondre, là. Je m'en allais dire, ben, c'était un singe qu'on trouvait, ces os-là, ça devait être un singe, je le dis. Oui, oui, oui. Mais comme on a vu la semaine passée, on a regardé un peu les détails concernant la découverte. Dans la couche où ils ont trouvé le fémur, ils ont trouvé des ossements de Wajak. On est aux aéries quand je dis ça. Des fossiles humains de cette région-là. Puis ces humains-là étaient comme l'homme moderne. Puis on a trouvé tout un cimetière de ces fossiles-là. Mais puisqu'on a trouvé ce crâne-là d'un genre de singe, ben à ce moment-là, c'est évident que les deux ne vont pas ensemble. Mais on a forcé à les mettre ensemble pour prouver notre théorie. On a vu les motivations. Même les autorités de l'époque ont rejeté les affirmations de Dubois. Dubois, c'est celui qui a fait la découverte. Haeckel, qui était derrière, Hans Haeckel, qui était derrière cela, lui a poussé pour que les gens acceptent cela, pour que plus tard, ça soit mis finalement dans les manuels scolaires comme un des chaînons manquants. Donc ça, c'est l'exemple de cette fraude-là. Là, on a vu plusieurs experts, des paléontologues, qui nous parlent de la fraude de l'homme de Java. L'homme de Java fut éventuellement accepté comme notre ancêtre évolutif, malgré les preuves contraires, puisqu'il pouvait être interprété comme promouvant l'évolution. Ces gens-là voulaient trouver des chaînons manquants, probablement pour devenir célèbres. Tout de suite, ils ont fait la promotion de leur découverte, mais certainement pour justifier la théorie finalement des ancêtres de l'être humain, pour montrer que c'est venu par l'évolution. Les questions historiques et scientifiques concernant l'homme de Java sont aussi légitimes aujourd'hui que lorsque les fossiles furent découverts. Un auteur a dit dans une conférence une phrase qui m'a beaucoup frappé. Il a dit « Les questions qui ne sont pas répondues adéquatement ont tendance à toujours revenir. Les questions qui ne sont pas répondues adéquatement dans le monde scientifique ont tendance à toujours revenir. » Et effectivement, quand ces découvertes-là ont été faites, comme dans les autres domaines de la science, lorsque des choses qui ne se tiennent pas, que ça ne fait pas de sens, puis qu'on donne une réponse superficielle pour essayer de cacher le problème va toujours revenir hanter les scientifiques. Parce qu'il faut être honnête. Il faut accepter la critique, puis il faut examiner nos dires. Mais c'était vraiment une faute. On a vu l'homme de Piltdown. Aussi un autre exemple. On a trouvé un segment de mâchoire et une partie d'un crâne humain. On est parti avec cette affirmation-là qu'on avait trouvé un chaînon manquant. Mais lorsqu'on a fait plus d'analyses, on s'est aperçu que c'était un crâne humain et que c'était une mâchoire animale qui n'allaient pas du tout ensemble. Mais on a voulu les pousser ensemble. Le New York Times a tout de suite dit « La théorie de Darwin est vraie. » À cause de ça. Ces deux ossements-là. Puis là, les artistes sont partis la semaine passée. On a vu des images des différents artistes dans les musées. Là, on voit la reconstruction. Là, les gens, les enfants peuvent voir « Ah, l'homme de Java, l'homme de Piltdown, le Néandertal. Wow, nos ancêtres étaient bien différents de nous. Hein? » Puis c'est vraiment des productions artistiques. Puis quand on regarde les ossements, puis on regarde les faits, on ne peut pas arriver à ces conclusions-là. Mais encore une fois, on voit la propagande. Tout de suite, ils ont dit « C'est vrai. Enfin, on a des preuves. » Ça a été incorporé dans les encyclopédies, dans les manuels scolaires. Mais en 1953, on a demandé de pouvoir étudier les ossements. Parce que celui qui a découvert l'homme de Piltdown a fait tout de suite un moule en plâtre des ossements et de sa représentation de ce que, si on pourrait dire, la tête du squelette aurait dû avoir de l'air si elle avait été complète. Puis là, il a envoyé cela à différents musées, à des universités, des instituts qui voulaient avoir ça comme dans leur présentoir. Mais le problème, c'est que personne n'avait eu l'occasion d'étudier les ossements originaux. Puis lorsqu'on l'a fait, on a fait de la datation carbone 14, on a vu que c'était vieux de 600 ans.
Donc, c'était des ossements qui remontaient au Moyen Âge. Et non seulement ça, on s'est aperçu que la mâchoire, les dents de la mâchoire avaient toutes été limées pour enlever les caractéristiques d'un orang-outan. Oh. Parce que c'était une mâchoire d'orang-outan qui avait été forcée à rentrer dans ce moule-là. Tout avait été limé, mais ça ne paraissait pas dans le plan. Puis c'était une fraude. L'illustration classique démontrant que les plantes peuvent être moins que parfaites est le récit de la fraude des fossiles de l'homme de Piltdown. L'homme de Piltdown fut une combinaison d'un crâne humain récent et d'une pièce d'une mâchoire inférieure d'un orang-outan. Ça a été présenté comme un chaînon manquant. Et le problème avec ça, c'est que quand ça a été découvert, ça a été mentionné dans les revues scientifiques que c'était une fraude, mais ça n'a pas été publié dans les grandes revues, puis c'est encore aujourd'hui dans les manuels scolaires. Le docteur Kent Hovind, lui, il y a toujours des citations directement des manuels scolaires, parce que lui, il a un doctorat en éducation scientifique. Il dit les manuels scolaires. En école de religion. Ah oui. Ah oui, puis c'était Paul Rose. Je l'ai vécu qui était professeur de religion et d'anglais. À Gérard-Villeneuve, à Longueuil, où j'étais. On a passé ça, c'est l'homme de mental et tout ça. Oui, oui, oui. Et lui, il enseignait sur toutes les religions, par exemple. Il faisait faire des recherches, choisissait un livre, puis c'est ça. développer votre... Oui, mais encore aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans les manuels scolaires qui n'ont pas été changées, qui n'ont pas été enlevées. Puis dans certains États américains, ils ont des comités pour examiner les manuels, pour s'assurer de choisir juste les manuels qui ont des choses qui sont véridiques. Parce que les lois aux États-Unis exigent que les manuels scolaires soient exacts, véridiques et mis à jour, si on pourrait dire, d'après les découvertes scientifiques. Mais ces choses-là se trouvent toujours dans ça. Ensuite, l'homme de Nebraska. Il était rendu là. Un fossile qui a été découvert en 1922. Il fut utilisé pour soutenir l'évolution dans le procès de Scott en 1925. Vous savez, il y a 2 épisodes dans le monde occidental qui ont fait ressortir l'animosité qu'il y a entre ceux qui poussent l'évolution puis ceux qui croient à la création. Pas qu'il y a nécessairement de l'animosité de la part des croyants qui croient à la parole de Dieu, mais certainement lorsqu'ils se rencontrent, souvent ça devient des discussions très échauffées, et des fois même ça peut devenir scandaleux. Mais il y a 2 événements, un en 1860, tout de suite après la publication du livre de Darwin, qui a été publié, L'origine des espèces, en 1859. Puis un monsieur Wilberforce, puis l'autre personne qui a eu ce débat-là dans une grande société à Londres, là, juste en ce moment, j'ai un blanc, Huxley, Thomas Huxley. Mais tous les deux se sont pris ensemble devant le public. Puis malheureusement, M. Wilberforce, qui était un ministre dans le gouvernement, mais qui était aussi un chrétien, n'était pas très fondé dans ses croyances. Tandis que Thomas Huxley, lui, on l'appelait le bulldog de Darwin. Lui, il savait comment expliquer l'évolution, puis ainsi de suite. Puis il a ridiculisé la perspective chrétienne. Là, ça a été dans les journaux de Londres, ça a été connu à travers le monde que les chrétiens sont pas instruits, les chrétiens ne sont pas informés, leur position est farfelue, elle est anti-scientifique. Puis, il y a des gens encore qui font référence à cet événement-là pour dire, ben voici, c'est ça, croire à la Bible. C'est triste parce qu'on ne peut pas se baser juste sur un événement comme ça. Vous savez, lorsque je travaillais à une école chrétienne, ça arrivait qu'il y avait des jeunes qui quittaient notre école pour s'en aller à l'école publique. Puis quand ils arrivaient là, ils faisaient des tests pour voir à quel niveau ils étaient, puis des fois, ils étaient 1 année en retard. Puis là, il y avait de la critique. Puis là, des fois, j'étais obligé de parler avec les gens, les parents, puis avec les gens de l'école publique pour expliquer un peu pourquoi c'était le cas. Des fois, c'était juste la séquence académique. On ne faisait pas les mathématiques à chaque année dans le même ordre, on ne voyait pas l'histoire de la même façon, mais en tout cas, mais des fois, ça arrivait que c'était des mauvais étudiants. Là, il fallait que je souligne ça. Cet étudiant-là n'était pas bon dans notre école, puis nécessairement, il n'est pas bon dans les tests non plus.
Mais j'ai dit, si vous voulez tester notre système, attendez qu'il gradue à la fin du secondaire 5. Puis là, vous pourrez les tester. Puis tous ceux qui se rendaient jusqu'au bout du système étaient dans le plus haut pourcentile académique. Ils étaient prêts pour rentrer au collège, au cégep. Ils étaient très bons parce qu'ils avaient appris même plus que qu'est-ce que le système public avait à offrir. Mais si on fait juste regarder une personne, on ne peut pas avoir une bonne idée. Mais c'est la même chose lorsqu'on regarde un débat. J'ai entendu parler de 2 chrétiens qui ont eu un débat avec un évolutionniste. Ça a tourné à la risée l'été passé. Ça a été filmé, ça a été mis dans les réseaux sociaux, puis ainsi de suite. Puis c'est une hérésie parce que malgré que ces 2 chrétiens-là, ce sont des acteurs dans des films chrétiens qui sont bien connus dans les milieux chrétiens, malgré cela, ce ne sont pas des gens qui sont formés pour débattre la question de l'évolution. Ça a tourné encore une fois à cette idée-là que les chrétiens, regardez-le comme ils sont farfelus. Vous savez, les grands athées comme Richard Dawkins fait cette image-là du monde chrétien. Ce sont des gens qui sont imbéciles. Ils les appellent comme ça, stupides. Ils ne connaissent rien. Mais ils nomment jamais les experts dans le monde chrétien qui ont une bonne formation. Puis, ils ne veulent même pas avoir des débats avec ces experts-là. Parce qu'eux, ils vont savoir comment répondre à ces objections. Mais des fois, on présente ça comme ça, puis là, les gens vont rire du christianisme, puis c'est bien triste. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Puis un autre épisode, c'était lors de ce procès-là dans l'État du Tennessee en 1925. Un procès qui a été monté de toutes parts par des organismes qui voulaient faire la promotion de l'évolution. Puis enlever la croyance dans le créationnisme dans les écoles publiques. Parce que vous savez, dans l'histoire du monde occidental, les gens lisaient la Bible à l'école. Puis les gens, même dans les domaines scientifiques, se basaient sur la géologie biblique, puis sur les déclarations des Écritures. Il n'y avait rien de farfelu avec ça. Les grands géologues, à partir du 16e, 17e, 18e, même 19e siècle, comme Darwin, lorsqu'il a étudié lui-même à Cambridge, à l'école de Christ qu'on appelle à Cambridge, puis lorsqu'il a étudié la géologie, il croyait au créationnisme. Il n'y avait rien de farfelu là. Mais là, ils ont voulu faire un débat pour enlever le créationnisme et le remplacer par l'évolution. Pas mettre les deux pour qu'on ait les deux perspectives. Ça serait de l'éducation. Sinon, c'est de la propagande. Lorsqu'on en met juste une perspective. Oui? Mais il faut juste penser aux gens du Madagascar. Il y avait des gens ici qui étaient du Madagascar. Lui, il était médecin. Oui, Elle était médecin. Puis il y avait des gens à Boucherville, tu te rappelles, celle qui s'est mariée à Plante, voyons, Mathieu. Elle est ingénieure ou quelque chose du genre, mais ils viennent du Madagascar, ils sont très éduqués. Mais au Madagascar, ils enseignent le créationnisme. Ils n'enseignent pas l'évolution dans les écoles. C'est pas les écoles chrétiennes, c'est les écoles publiques. C'est le créationnisme. Puis celle qui est à Boucherville était surprise de voir qu'ici, ils enseignaient l'évolution et trouvaient ça très étrange. Donc, on voit que même aujourd'hui, ça ne veut pas dire que Madagascar est une société en arrière. C'est juste qu'ils ont assez de bon sens pour réaliser que même moi, là, quand je sortais du couvent, je tombe en 10e année. Je fais 8-9 au couvent, je tombe en 10e année dans le cours de religion. Je ne m'attendais pas du tout à avoir des cours. Je trouvais que c'était une autre science, ça, complètement à part de... Un autre département. Un autre département. Mais ce qui s'est produit en 1925 rapidement, c'est qu'il y avait une loi dans l'État du Tennessee que c'était interdit d'enseigner l'évolution. On n'avait pas le droit, c'était interdit. Puis là, il y a des organismes qui sont allés voir un professeur de sciences. Puis ils ont dit, est-ce que tu as déjà mentionné l'évolution dans tes cours? Il dit, oui, probablement en passant ici et là, je l'ai mentionné. Il dit, voudrais-tu qu'on t'accuse de l'avoir enseigné, puis nous, on va te défendre en cours? Puis il a dit, oui, dites-le que je l'ai enseigné. Fait que tout de suite, il a été poursuivi en cours, puis il y a eu ce procès-là. Des fois, on l'appelle le procès du singe, le monkey trial de Scott. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que c'est un pasteur qui est venu, qui a fait l'accusation pour la couronne. Puis ensuite, c'est un évolutionniste qui a défendu ce professeur-là. Puis le côté créationniste a gagné.
puis il a été reconnu coupable, puis il y avait une amende à payer. Un peu plus tard, l'amende a été laissée tomber à cause d'une technicalité. Mais ce que ça a fait, c'est que ça l'a paru partout dans les médias. Les journaux ont tout écrit ça. Puis ils ont présenté le pasteur comme quelqu'un de farfelu, quelqu'un qui était anti-scientifique, tandis que la position des organismes athées, eux autres, ça faisait du sens. Puis là, ça a fait la propagation, et finalement, ça a changé les lois aux États-Unis concernant l'enseignement au niveau de la science et sur la question des origines. Mais donc, c'était utilisé, cet homme de Nebraska-là, pour démontrer qu'on a des chaînons manquants, on a des preuves scientifiques. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert une dent. Une dent. Ils sont partis avec cette dent-là, puis ils ont tout fait le dessin, puis ils ont dit, voici l'homme de Nebraska. Puis là, ça a été utilisé. Hey, regardez la belle image là, de notre ancêtre. Là. Il a évolué, n'est-ce pas? Il a bien changé, puis ainsi de suite. Là, ça a été utilisé dans ça, puis dans les manuels. Mais finalement, c'était une dent qui était estimée vieille de 1 million d'années. Puis ce n'était pas du tout l'âge de la dent. Puis ce n'était même pas une dent d'humain. C'était découvert avec les tests plus tard que c'était une dent de cochon. Et encore une fois, c'était une fraude. La preuve était basée sur une dent provenant supposément d'un homme préhistorique qui aurait vécu il y a 1 million d'années. Cependant, des années plus tard, quand d'autres fossiles furent déterrés, on découvrit que l'homme de Nebraska n'était qu'un porc. Comme un autre auteur dit, c'est le cas de dire que le fossile avait joué aux évolutionnistes un tour de cochon. Puis ce n'était qu'une fraude. Maintenant, on est rendu à un autre exemple de ça. Avant de rentrer dans deux exemples qu'on va regarder plus en détail, j'aimerais juste vous parler d'une petite créature qu'on a appelée le Ramapithèque. Le Ramapithèque. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On l'a découvert dans les années 30. Premièrement, à la page 4. Donc, c'est encore à la même époque où on avait beaucoup de gens qui cherchaient, des scientifiques qui cherchaient à trouver les fameux chaînons manquants pour devenir célèbres. Donc, on a trouvé une mâchoire. Il y a une mâchoire qui a été découverte dans les années 30. Donc, la lettre B, c'est une mâchoire, fut découverte. Et on est parti avec cette mâchoire-là, d'après la grosseur de la mâchoire, d'après les caractéristiques. Puis là, on a fait un dessin d'un primate demi-homme et demi-singe. Une petite créature, là, pas très très grande, mais qui était capable d'être bipède, de marcher sur 2 pattes. Donc, on a dit qu'elle avait certainement la colonne pour lui permettre ça, certainement les membres pour lui permettre ça. Ils ont tous compris ça à partir de la mâchoire, que c'était une créature comme ça. Mais cette créature-là, la revue Time a dit que le Ramapithèque est structuré idéalement d'après sa mâchoire pour être un ancêtre des hominides. C'est des hominides. Hominides, c'est en anglais. J'ai oublié de le changer. S'il ne l'est pas, le Ramapithèque, un ancêtre de l'homme, nous n'avons rien d'autre qui le soit. En d'autres mots, là, ça, c'est vraiment le meilleur qu'on a pu trouver. Puis c'est comme ça qu'on l'a présenté. Maintenant, concernant cela, concernant les tests, ils estimaient que, oui, qu'il était vieux de 14 millions d'années. Toujours entre les singes ou entre un ancêtre similaire aux singes et à l'homme. Maintenant, la vérité, qu'est-ce qu'on a découvert? En 1970, il y a un babouin vivant qu'on a découvert en Éthiopie qui était presque identique, d'après la structure de sa mâchoire, presque identique au Ramapithèque. La même structure dentaire, des similitudes avec les caractéristiques morphologiques du Ramapithèque, et le Ramapithèque fut depuis lors rejeté de notre lignée ancestrale. Mais qu'est-ce que les revues ont fait quand ils l'ont découvert? Pas quand ils l'ont découvert, mais plus tard, lorsqu'ils ont considéré cette créature-là, wow! Là, on a vraiment un ancêtre humain. Mais ça a été présenté d'une manière qui était malhonnête. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de la fraude du Ramapithèque. L'Encyclopédie Columbia dit un groupe disparu de primates qui vivaient il y a environ de 12 à 14 millions d'années. Bien que généralement une création similaire aux singes,
Le Ramapithèque fut considéré comme un ancêtre possible de l'homme sur la base de la reconstruction de la mâchoire et des caractéristiques dentaires des fragments de fossiles. Une mâchoire complète fut découverte en 1976 qui démontre clairement qu'ils n'étaient pas des hominides, là aussi je me suis trompé, des hominiers. Donc ce n'était pas du tout le cas. Le Ramapithèque est maintenant considéré comme un ancêtre de l'orang-outan. L'orang-outan, et non pas de l'être humain. Mais c'est comme ça qu'on l'a présenté. Le résumé des faits concernant ces quelques exemples. L'homme de Java, deux créatures qui n'étaient pas du tout liées, on les a mélangées ensemble, on les a présentées pour faire l'image de cet homme-là. L'homme de Piltdown, c'est une fraude volontaire. On a tout limé les dents pour démontrer que c'était un chaînon manquant. L'homme de Nebraska, c'était une dent de cochon. C'était même pas un être humain. Le Ramapithèque, c'était tout simplement un singe. Et qu'en est-il des dates? Les dates étaient totalement farfelues. Là, elles ont été testées, et ce ne sont pas du tout les dates qu'on a retenues. Maintenant, je veux me concentrer sur deux cas précis, pour regarder un peu plus en détail avec des squelettes, parce que là, tout ce que je vous ai présenté, c'est des chaînons manquants où on n'avait que des portions de l'anatomie, des portions là, de leur squelette. Mais il y a amplement de chaînons, pas de chaînons manquants, mais de fossiles qui ressemblent à des humains qui ont été découverts, où on a plus de détails. Des fois, on a presque tout le fossile au complet, tous les ossements. Puis quand on voit ça, quelles sont les conclusions auxquelles on peut arriver? Mais j'aimerais commencer en parlant du Néandertal. Ça, le Néandertal, c'est un peu le champion de l'origine de l'homme, selon l'évolution. C'est lui, on en a trouvé des milliers d'exemplaires. Puis donc, c'est vraiment une créature qu'on a pu analyser et examiner. Et donc, on peut vraiment arriver à une conclusion concernant est-ce que c'est un chaînon manquant ou non. Donc, j'aimerais vous parler de ça. Il a été découvert en premier. Bon, je vous fais juste voir une image du Néandertal d'après la première découverte. Cette découverte-là a été faite en 1856, en Allemagne. Puis lorsqu'on l'a pris, le fossile, puis on l'a examiné, on l'a présenté comme un singe. Et la raison pour cela, c'est qu'il était très petit. Puis il avait une capacité crânienne d'environ 200. Là, CC, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Pardon? Millilitres. 200 millilitres qu'on dirait? D'accord. L'être humain normal, moderne, c'est à peu près 1200 à 1500. Mais là, on en avait un spécimen qui avait 200. Donc, on a dit, hey, ça, c'est un vieil ancêtre qui remonte bien loin. Mais finalement, plus tard, on s'est aperçu que c'était juste un enfant. C'était pour ça qu'il était tellement petit et qu'il avait tellement un petit crâne. Parce que alors qu'on a commencé à découvrir d'autres fossiles du Néandertal, c'est-à-dire avec les mêmes caractéristiques qu'on va voir que le Néandertal avait, on s'est aperçu qu'il y en avait de très grands aussi, puis avec des crânes même plus grands que l'homme moyen, l'homme standard moyen. Mais au début, on a fait l'image d'une petite créature très petite comme ça, avec un petit crâne. Maintenant, la présentation aujourd'hui est réfutée comme étant erronée à cause de tous les fossiles qu'on a découverts. Ce qui est intéressant avec ces fossiles-là, c'est qu'on a découvert beaucoup de choses avec les fossiles. Des bijoux, des instruments musicaux. On a trouvé des fossiles dans les cavernes où il y avait des peintures qui étaient faites sur les murs. D'après leur anatomie, on pouvait voir qu'ils étaient assez développés pour pouvoir parler. C'était bien loin du petit singe, demi-singe qu'on avait imagé au début. Non, ils avaient vraiment la capacité, ils avaient vraiment les caractéristiques pouvant leur permettre de parler. Puis en plus de cela, on a trouvé des endroits où ils avaient enterré leurs morts. Donc, des caractéristiques d'un homme, on pourrait dire évolué, d'un homme moderne, on devrait dire, au lieu d'évoluer. Donc, je vais vous parler de cela.
Premièrement, lorsqu'on a fait le plan des premiers crânes, on avait juste des ossements, on a essayé de recomposer les crânes, on a mis ça dans du plâtre. Mais la manière qu'on les a placés donnait l'impression que ces créatures-là étaient en partie chimpanzés. Pourquoi? Parce que leur gueule sortait comme ça. Peut-être, Chani, tu pourrais remarquer que la mâchoire n'est pas bien placée. Tu connais un petit peu la morphologie, la manière que les choses sont placées. Mais on l'a présenté comme ça. On a fait des plantes avec les ossements comme ça. Maintenant, la mâchoire inférieure était à 30 mm en dehors de son engrenage. On n'a pas été honnête envers la structure crânienne lorsqu'on a fait les plantes parce que les mâchoires n'étaient pas alignées avec l'embouchure du crâne. En voulant lui donner une apparence d'un chimpanzé, au lieu de le représenter de la manière normale, avec une apparence qui était humaine, en descendant le crâne, en plaçant la mâchoire dans son embouchure normale. Ça, c'est une des choses qui a été découverte, qui était un peu frauduleux aussi, de ne pas présenter correctement cet animal-là. La mâchoire inférieure n'était pas bien placée. L'arrangement évolutif. Un homme a dit, un point d'incertitude était l'angle à laquelle le visage s'attachait au crâne. Vous pouviez mettre la mâchoire inférieure vers l'avant pour lui donner un long visage ou vous pouviez la rentrer un peu plus pour faire un visage plus court. Comment vous la placiez, cette mâchoire-là, dépendait de vos préconceptions, de vos idées, du message que vous aviez à passer. Ça, cet homme-là a dit, c'est évident que les gens n'ont pas été très honnêtes, mais c'est parce que, évidemment, il voulait que ce soit un chaînon manquant. Un autre auteur dit, il n'y a aucun doute qu'une fraude intervint dans la reconstruction du crâne 1470. Le crâne qui était utilisé pour mettre le visage standard du Néandertal dans les différents musées, puis ainsi de suite. Le visage reçut une inclinaison plus forte sur le perpendiculaire pour le faire paraître plus comme une forme transitionnelle entre les primates et les humains. Donc, c'était une manigance pour le faire paraître comme ça. Maintenant, c'est certain que l'anatomie du Néandertal était particulière. Ce n'était pas un crâne humain normal, malgré qu'on sait maintenant que c'était des humains. On va s'en venir vers cela. Les gens disent, oui, mais si on pense qu'ils avaient juste ça comme ça, il faut qu'il y ait une explication. Est-ce qu'ils se promenaient, il y en a qui se moquent un peu de cette position-là, est-ce qu'ils se promenaient avec une grosse roche sur la tête pour écraser leur front comme ça? Pourquoi est-ce que leur front, leurs sourcils étaient tous sortis? Pourquoi est-ce qu'ils avaient cette caractéristique-là? On en retrouve des milliers avec toute cette caractéristique-là. Il y a différentes théories concernant cela. Un auteur a dit les modèles biochimiques ont démontré que les muscles de la mastication au travers des dents engendrent une concentration intense de la compression dans le nez et dans la région du front, c'est-à-dire un front plus saillant. C'était possible que la raison pour laquelle ces gens-là avaient cette caractéristique-là, c'était une question d'alimentation. Ce qu'ils mangeaient. Puis s'ils devaient mastiquer fortement, parce que c'était tout simplement les caractéristiques de leur environnement. Et à cause de cela, avec les années, mais ça venait qu'à développer un visage qui était caractéristique du Néandertal. Mais c'est une des théories concernant leur anatomie. Oui? Pour aider à faire comprendre les gens, tous les os, en se développant, vont avoir leur forme finale adulte à cause des muscles qui tirent sur les os. Donc, si on prend un fémur, par exemple, il y a la partie qui articule avec la hanche. Puis là, si on descend, il y a comme un bout qui ressort là, un autre petit bout qui ressort là, une ligne à l'arrière, d'autres parties aussi qui ressortent un peu. Toutes ces parties-là qui ressortent, c'est parce que les muscles, alors qu'on développe la marche, par exemple, et tout ça, les muscles, en se développant, tirent sur l'os. C'est le même principe avec la mâchoire. Les muscles, la mastication s'attachent sur le crâne à différents endroits. Donc, il y en a un, c'est un très gros muscle ici sur le côté, le temporal. Donc, c'est tout à fait logique que s'il mangeait beaucoup, par exemple, de viande crue, c'est long à mastiquer. Les muscles masticateurs sont forts, ça tire sur l'os se développe comme ça.
C'est certain que les caractéristiques des différents peuples sont liées souvent à l'isolement de ces peuples-là, les mariages dans ce même peuple-là, puis on vient qu'à développer certaines caractéristiques, puis liées à notre environnement, nécessairement liées à notre style de vie. On veut juste penser aux Japonais. S'il y avait un Japonais parmi nous ce soir, on verrait tout de suite la différence. Parce que, effectivement, avec les générations, on développe des caractéristiques. Puis c'est comme ça, les Mongols, c'était la même chose. Les gens des pays scandinaves, il y avait des caractéristiques. Les gens des pays du Sud avaient des caractéristiques. C'est une des théories que, effectivement, ces gens-là, les Néandertals, c'était une société. Puis c'était des gens qui habitaient dans la même région, puis beaucoup des fossiles se trouvaient aux mêmes endroits. Ils ont développé ces caractéristiques-là. Mais il n'y a aucune raison de penser que les Néandertals n'étaient pas des humains. Il n'y a aucune raison. Des humains particuliers, trapus, plus petits, un visage très particulier, mais tout simplement des humains. Vous savez, lorsque les aborigènes de l'Australie ont été vus par Darwin, puis par différentes personnes qui avaient connu Darwin, qui sont allées en Australie, ils les ont vus, puis c'était des gens très petits, surtout une des si on pourrait dire, une des races de ces aborigènes-là, c'était des gens plus petits, puis ils avaient des caractéristiques faciales qui étaient très similaires aux Néandertals. Puis qu'est-ce qu'on a commencé à faire? On a commencé à les prendre, puis à les amener dans des musées, puis dans des expositions, pour dire, voici ce que nos ancêtres auraient eu de l'air. Puis d'ailleurs, je vous dis cela, puis il y a de la documentation pour le prouver, il y a même des personnes qui ont été assassinées pour qu'on puisse prendre leur corps, leurs ossements, puis qu'on puisse les envoyer dans des musées comme disant, voici un autre chaînon manquant qu'on a trouvé. Ils disent que les gros musées comme le Smithsonian aux États-Unis ont des dizaines de fossiles. Ce ne sont pas des fossiles, ce sont des squelettes d'êtres humains du 19e siècle qui ont été assassinés pour faire la promotion de l'évolution. Il y a même un de ces pygmées-là en 1860 dans une exposition à Chicago qui a été présenté pendant toute l'exposition comme un animal et non pas un humain. Ce pygmée-là avait une épouse, il avait des enfants. Puis il a été saisi en Australie, on l'a amené là-bas, il y avait vraiment des caractéristiques très particulières. Puis après, on l'a relâché puis il s'est suicidé. Parce qu'il ne voyait plus du tout de valeur humaine dans sa vie personnelle. Après avoir été présenté comme un animal tout ce temps-là, à un moment donné, il dit, ben, à quoi ça sert de vivre si je suis seulement un animal? Puis il s'est suicidé. Mais il y a vraiment un côté, il y a un homme qui a écrit un livre, Le côté sombre de la théorie de l'évolution. Puis il y a beaucoup de choses. Hitler croyait à l'évolution sociale. Puis il croyait que les Juifs, les Noirs, les Asiatiques étaient très près des animaux dans leur développement. Puis pour aider, on appelle ça l'eugénique, pour aider l'évolution de la race humaine, il a dit, on est mieux de se débarrasser de ces espèces-là. Puis stériliser ceux parmi nous qui sommes faibles, malades, ou malades mentales, toutes les stériliser pour pas qu'ils continuent à répandre des gènes affaiblis, parce que notre but, c'est la race aryenne. Les Allemands étaient les prochains après les Aryens. Ils ont dit, c'est nous qui allons aider l'évolution à produire cette race aryenne. Ces gens-là, ils vont diriger le monde pendant 1000 ans. Puis c'était basé sur la théorie de l'évolution. Puis il citait régulièrement Darwin lorsqu'il prenait ses décisions. Mais concernant le Néandertal, l'analyse de l'ADN du Néandertal a échoué de démontrer qu'il y a une différence significative avec l'ADN des hommes modernes. Parce qu'on a pu quand même retrouver un peu d'ADN pour nous donner les caractéristiques. Un autre auteur dit concernant le Néandertal, les Néandertals étaient des humains. Ils enterraient leurs morts. Ils utilisaient des outils. Ils avaient une structure sociale complexe. Ils employaient le langage. Ils jouaient des instruments musicaux. Je veux juste vous mentionner que la plupart des fossiles qui sont maintenant identifiés comme humains, même des fossiles qui remonteraient à des milliards d'années, dans les couches
On a découvert qui était dans ces couches-là bien avant les ancêtres de l'homme. Ces fossiles-là étaient souvent accompagnés d'instruments, souvent accompagnés d'outils, souvent accompagnés de caractéristiques humaines modernes. Mais on n'en parle pas parce qu'ils ne sont pas du tout dans la bonne séquence. On appelle ça l'inversion stratigraphique ou l'inversion géologique. Ils ne sont pas du tout à leur place. On ne veut pas les mentionner. Le Néandertal était entouré d'outils fossilisés, de toutes sortes de choses qu'on peut voir qu'ils étaient tout simplement des humains. La plupart des anthropologues reconnaissent l'enterrement comme une action bien humaine et religieuse. Mais la plus grande preuve que les Néandertals étaient pleinement humains et de notre espèce est que dans 4 sites, les Néandertals et les humains modernes étaient enterrés ensemble et nécessairement fossilisés ensemble. Donc ça ne fonctionne pas du tout de parler du Néandertal comme étant un ancêtre de l'homme. Les différences dans l'anatomie du Néandertal sont extrêmement mineures et elles peuvent être expliquées pour la plupart comme une conséquence de l'isolement génétique d'un peuple qui vivait une vie rigoureuse dans un climat froid et difficile, ce qui expliquerait probablement les caractéristiques du Néandertal. Moi, ça me touche ça parce que il n'y a pas si longtemps, puis si on regarde ceux qui vivent plus au nord, dans les pays nordiques, je regarde dans ma propre famille, là, ma mère, c'était la plus grande, 5 pieds. Les autres, c'était 4 pieds 8, 4 pieds 10. Puis la maman, c'est un mix d'Indiens, on ne sait pas quoi, là, ça ne se parlait pas, cette affaire-là. Oui. Puis si on regarde les Inuits, puis tout ça, là, sont plus petits. Et là, dans notre monde moderne, d'année après année, les enfants sont tout le temps plus grands, tout le temps plus grands. Ça, c'est à cause de l'environnement aussi. On voyage plus, on se déplace plus. C'est certain que même au niveau de la mâchoire des Inuits et de ces peuples-là, effectivement, ils en mangeaient de la nourriture crue. Il y avait un style de vie qui développait ces caractéristiques-là, mais maintenant, on les met dans des réserves où on leur donne certaines choses qui ont complètement changé leur style de vie, puis nécessairement, ça affecte aussi une génération après l'autre. Et donc, il n'y a aucune raison de penser qu'ils n'étaient pas des humains. Il n'y a rien dans les nouvelles données qui puisse éliminer la possibilité que les Néandertals aient pu s'accoupler avec les Homo sapiens, l'homme moderne, ordinaire, ce qui ferait d'eux une partie de la même espèce. L'importance du Néandertal, mais lorsqu'on pense à cela, là, je vous présente une caractéristique où je vous présente un groupe de fossiles qui sont présentés le plus souvent comme démontrant clairement qu'il y a eu de l'évolution dans la race humaine. Et que finalement, on a ces chaînons manquants-là qui sont démontrés. Puis le Néandertal est en plein centre de tous ces sujets-là. C'est souvent à lui qu'on revient pour dire « voici les preuves sont bien établies ». Je vais juste vous donner quelques détails concernant où est-ce qu'on les place dans l'évolution de l'homme. On les place il y a environ de 130 000 ans en arrière jusqu'à environ 30 000 ans. Donc, pendant une période d'environ 100 000 ans, ils auraient habité sur la Terre à différents endroits. Puis on parle d'une génération moyenne de 40 ans. Donc, il y aurait eu 2500 générations d'après la théorie, toute basée encore sur l'imagination de l'homme. 2500 générations pendant lesquelles les caractéristiques des Néandertals auraient été communs dans nos ancêtres. Donc, la plupart de ces créatures-là, pendant ces 100 000 ans-là, avaient justement le front crapus, un peu la tête, les paupières, les sourcils, pardon, un peu ressortis. Ils auraient été courts, petits, avec ces caractéristiques-là. Puis là, on nous présente ça comme étant quelque chose de possible. Vous savez, de l'an 1 à l'an 2000, pendant une période de 2000 ans, donc environ 50 générations. La population de la Terre a passé d'environ 300 millions de personnes au 1er siècle jusqu'à environ 6 milliards rendus à l'an 2000. Si on prend à peu près la même croissance démographique
pour les Néandertals, pendant les 100 000 ans, on estime qu'au minimum, d'après les conditions, leur environnement, les maladies, les infections, les épidémies, on estime qu'il y aurait vécu environ 50 milliards de Néandertals. La grande question, c'est où sont-ils? Où sont leurs fossiles? 95% de tout ce qu'on trouve dans les couches de la Terre, ce sont des invertébrés aquatiques. Le restant du 5%, c'est 0,025, qu'on commence même pas 1%, qu'on commence à parler de créatures qui pourraient être liées à nos ancêtres, la lignée ancestrale. Mais on devrait en trouver des milliards. C'est totalement farfelu de penser qu'il y a eu des créatures semi-humains, semi-hommes sur la Terre depuis des centaines de millions d'années, des centaines de milliers d'années, pardon, puis même on nous parle plus que cela. Là, on remonte les créatures qui étaient similaires à l'être humain, au moins dans plusieurs de ses caractéristiques, comme étant bipèdes, par exemple, qui pouvaient marcher sur deux pieds. On remonte ça à près de 3 millions d'années. Là, on parle de toutes ces milliers, ces dizaines de milliers de générations. La Terre devrait regorger de fossiles. Puis on en a des milliards de fossiles, mais pas de créatures humaines. Où sont ces créatures-là? C'est totalement frauduleux d'enseigner cela. C'est totalement frauduleux de croire cela. Malgré la grande abondance de preuves que les Néandertals furent simplement une race d'humains trapus, les artistes, dans leur imagination et avec l'encouragement de quelques évolutionnistes, les ont conséquemment présentés comme des hommes-singes tout courbés. Ça continue encore aujourd'hui. On a dit qu'il a vécu pendant très longtemps, c'est-à-dire entre 100 000 ans jusqu'à aussi récemment que 25 000 ans dans le passé, mais tous les anthropologues croient maintenant qu'il n'était qu'un homme comme vous et moi. Moi, je crois que c'était certaines des personnes qui ont été enfouies lors du déluge, tout simplement. La terre était remplie de violence. Dieu n'a pas permis à cette génération de survivre. Puis parmi ces gens-là, il y en avait des groupes de personnes qui avaient des caractéristiques, leur morphologie, puis ainsi de suite. Il y avait un visage, puis ces gens-là ont tout simplement été enfouis lors du déluge. Pas pendant des centaines de milliers d'années. Non, 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 non. Des gens qui ont vécu pendant quelques milliers d'années et ensuite qui ont été enfouis pendant le déluge. Oui. À moins que ma mémoire me fasse défaut, mais il me semble que j'avais lu dans un livre quelque part qu'un des premiers squelettes de Néandertal, au début des années 1900, qui avait été trouvé, avait été apporté à 2 pathologistes différents, qui avaient dit que c'était un homme qui souffrait d'acromégalie. L'acromégalie, c'est une maladie qui fait que les os se développent vraiment trop. Comme j'avais Jean un Ferré. front très... Jean Ferré. Oui, c'est ça. Le grand, c'est ça. Donc un front très proéminent, une mâchoire très proéminente, puis le crâne est souvent affecté, les mains, tout ça. Puis finalement, il a allé voir un troisième qui a fait « Ben non, c'est un chaînon. » Et ça a pris 3 pathologistes, le troisième, là... Lorsqu'ils ont découvert le premier fossile qui était de grandeur plus mature, le spécialiste qui l'a examiné, effectivement, était un spécialiste dans les différentes maladies, puis ainsi de suite. Pour lui, il croyait que c'était quelqu'un qui souffrait d'arthrite, qui avait des caractéristiques au niveau de ses os, que c'était une personne qui était malade. Donc, ça n'avait rien à faire que c'était une personne qui était courbée à cause qu'il s'en allait du haut vers le bas. Non, c'était quelqu'un qui était courbé parce qu'il s'en allait du bas vers le haut, mais du haut plutôt vers le bas, parce qu'il était en train de se dégénérer au niveau de sa santé. La plus célèbre des soi-disant chaînons manquants est l'Homo neanderthalensis, qui fut décrit pendant plus de 100 ans comme une brute courbée avec un front démesuré et des habitudes grossières. L'imagination, là. Moi, quand j'entends des choses qui parlent des dinosaures, puis leurs habitudes de chasse, puis leurs habitudes ils vont parler de toutes les caractéristiques sociales des dinosaures, puis ainsi de suite, je demande toujours la question, comment le savez-vous en regardant
des ossements. Vous savez, c'est frappant quand on trouve un fossile, il n'y a pas de date décrite dessus. C'est pas marqué « Made in China ». Hein? Là, on voit un fossile, puis il faut commencer à essayer de s'imaginer des choses, mais il ne faut pas aller trop loin dans ce qu'on dit concernant ces fossiles-là. Puis comme on a déjà vu, la science ne peut pas prouver le passé. Les méthodes de datation, je ne sais pas si on va se rendre jusque-là, mais les méthodes de datation sont totalement tout croche dans la question de donner des dates aux roches et aussi aux différentes créatures qu'on trouve fossilisées. C'est totalement farfelu. Ce n'est pas une science exacte, mais bien loin de là. On sait que certains des isotopes sont remis à zéro lors de l'activité volcanique dans les roches volcaniques. On peut tester, on devrait arriver, bon, ce volcan-là a fait éruption il y a 22 ans, on le sait exactement, tester ces roches-là avec les différents isotopes qu'on peut tester et dire, bon, ça devrait donner 22 ans, puis ça donne 150 000 ans. Il y a toujours des choses qui ne sont pas du tout correctes lorsqu'on prend ce qui est testable, puis on s'aperçoit que ces méthodes-là ne fonctionnent pas. On prend d'autres méthodes avec les mêmes spécimens, puis on arrive à des dates totalement différentes. Puis juste en passant, lorsqu'ils font ces tests-là, ils disent ça devrait venir d'une certaine époque, puis ils vont mettre leur machine à cette époque-là pour donner une date dans les caractéristiques de l'époque évolutive. Mais ce n'est pas du tout objectif, là. Puis en plus de cela, lorsqu'on regarde ce qu'on peut connaître aujourd'hui, on veut qu'on croie que c'est fidèle lorsque c'est clair que ce n'est pas fidèle. Puis là, on nous dit, on va parler de quelque chose du passé, qu'on est obligé d'imposer nos idées évolutives. Puis là, on va dire, bien là, vous devez y croire encore plus. Non, ça ne fait aucun sens. Probablement qu'on va se rendre un petit peu à cela, les méthodes de datation. Mais donc, ces idées-là, que c'est vieux de tant de millions d'années, puis ainsi de suite, c'est totalement farfelu. Plusieurs restants de squelettes de ces gens sont maintenant disponibles. Cependant, cet auteur nous dit, il n'y a aucun doute, il n'y a plus aucun doute de nos jours que l'homme néandertal était vraiment un humain. L'homo sapiens ne diffère pas plus de l'homme moderne, que les diverses tribus de l'homme moderne varient les unes des autres. Donc la conclusion, oui, il y avait des caractéristiques, un front saillant et prononcé, un corps trapu aux courtes extrémités, une population humaine isolée. Ils vivaient probablement dans un climat dur et froid, mais ils étaient à 100% des humains. La création de Dieu, le couronnement de son œuvre, l'image même de Dieu particulière qu'on utilise pour détourner les gens du Créateur. Le cas numéro 2 que nous allons voir la semaine prochaine pour terminer cela, avant de passer à l'astronomie, et regarder ce que le cosmos et les étoiles, tout ça, ont à dire concernant la récréation. Oui, la récréation, ça en vient, la création, ça va être aussi, et l'australopithèque.